toutes et à tous. J'ai eu envie de vous faire cette petite vidéo sur un thème dont on n'entend pas parler, très rarement en tout cas. C'est l'origine des animaux totems. Parce que animal totem, ça va, c'est une expression qui commence à être connue, même si à la rigueur il y a des gens qui ne savent pas exactement de quoi ça retourne, mais quand même, on sait que voilà, qu'il s'agit d'esprits animaux qui nous protègent, qui nous font je sais pas quoi, qu'on est tous censés avoir au moins un animal totem. Mais d'où ça vient en fait? Est-ce qu'on a toujours eu des animaux totems ou est-ce qu'il y a une période de l'humanité où on n'en avait pas? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Donc c'est ça que je vais vous raconter aujourd'hui, très brièvement, parce que ça pourrait largement faire l'objet d'un conte de, je sais pas, une demi-heure, une heure. Et puis en deuxième partie de vidéo, tout à la fin, je vous parlerai aussi de 2 ou 3 autres petites choses en rapport avec les totems aussi, animaux, végétaux et minéraux, mais voilà, un petit peu différent de l'histoire de leur origine. Donc je vais commencer maintenant ma petite histoire. Alors il faut savoir que c'est une histoire qu'on trouve quasiment pas dans les livres, encore que ces derniers mois il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur le chamanisme, donc c'est possible que ce soit raconté dans certains d'entre eux, mais ceux-là je ne les ai pas lus pour l'instant. Le seul livre en langue française où j'ai trouvé en partie cette histoire, c'est celui-là, La prophétie de la pierre médecine de Jamie Sams, édition Vega, aux éditions Vega. Donc voilà, La prophétie de la pierre médecine. Et ce livre-là vous raconte l'histoire non pas que des totems, mais de toute l'humanité, en fait, de toute la planète Terre à travers les différents âges, puisque vous avez peut-être aussi entendu parler de ça, notamment pour les Amérindiens, il y a le premier âge du monde, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. On est censé être au cinquième. Et donc ce livre-là de Jamie Sams vous raconte l'histoire de tout ça, de toute la planète, des débuts avec les elfes, les esprits, le petit peuple, comment on en vient aux animaux totems, etc. Comment nos civilisations se dégradent, en tout cas mentalement, moralement, on va dire, hein, parce qu'on acquiert de la technologie, mais en revanche, on perd en sacralité. Et voilà, et c'est guère le seul livre où, à un moment, pendant quelques pages, on vous raconte ce que je vais vous raconter là. Sinon, c'est surtout des histoires qui se transmettent à l'oral. Il faut savoir que tous les continents ont à peu près le même avis sur la question que ce que je vais vous dire là, avec des petites variantes sur, par exemple, l'animal qui s'est présenté à eux en premier, ou des choses comme ça. Mais grosso modo, ce que je vais vous dire là, c'est les grandes lignes de l'histoire, et ces grandes lignes se retrouvent sur tous les continents. Donc je ne vous passe pas en vue voilà, les variantes amérindiennes, australiennes, africaines, mongoles, etc., etc. Ce que je vais vous raconter là, c'est les grandes lignes de l'histoire. Donc les grandes lignes, c'est quoi? C'est qu'il y a très longtemps, ces peuples-là ne dataient pas, en tout cas pas comme nous aujourd'hui, avec des calendriers, etc. Donc il y a très longtemps, on ne peut pas vous dire si c'était il y a des millions d'années, ou seulement entre guillemets 100 000 ans, ou voilà, on ne sait pas. À une certaine époque assez reculée de l'humanité, on vivait tous sur Terre une espèce d'âge d'or. Alors c'est pas... je ne vous demande pas d'y croire ou pas, hein, je vous raconte juste ce qu'en disent les Amérindiens, les aborigènes, etc. aujourd'hui. Ce n'est pas une religion, j'oblige personne à se convertir. Mais donc on vivait dans un genre d'immense jardin d'Éden, et pour eux c'est pas une métaphore, d'accord, ça se passe là, sur Terre, dans le plan matériel, concret, avec par exemple des animaux et des plantes qu'on peut vraiment toucher, comme nous à notre époque, si vous regardez par la fenêtre, là j'ai la fenêtre en face de moi, c'est un monde totalement matériel, on est incarné, bel et bien incarné, mais voilà, le climat de la Terre est très différent. C'est en gros un climat assez chaud, tropical peut-être, mais partout autour de la planète. Il n'y a pas par exemple de glace au pôle, il n'y a pas de région polaire, de région tempérée comme pour nous en France, et puis de régions tropicales, subtropicales, etc., équatoriales. Il y a le même climat partout sur la planète. Il n'y a pas 4 saisons, on n'a pas encore l'alternance des saisons, on n'a encore jamais vu ça. Et donc la végétation pousse, donne des fruits, des légumes, tout ce que vous voulez, enfin les ancêtres sauvages de ce que sont maintenant les légumes cultivés. Voilà, la planète donne toutes sortes de végétaux en permanence.
Et l'être humain, du coup, n'ayant jamais eu besoin de manger de viande ou de poisson, ne consomme pas ce genre de choses. Il est exclusivement végétarien. On peut même dire végétalien, quasiment. Je ne sais pas s'il mange du miel ou des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, il ne mange pas de viande et pas de poisson. Il n'en a jamais eu l'occasion, il n'en a jamais eu le besoin. On n'a pas à cultiver non plus pendant cet âge d'or, puisque de toute façon, tout pousse comme ça. Il suffit quand tu as faim de te tendre la main et de cueillir, je ne sais pas, une pomme, une poire, n'importe quoi. Alors, voilà. Est-ce que cette légende a des racines vraies, ou est-ce que c'est que un mythe? J'en sais rien. Je vous laisse libre d'y croire ou non. Sachez toutefois qu'il y a des scientifiques extrêmement sérieux et qui ne bossent pas non plus pour les religions monothéistes ou quoi. Je ne vous parle pas de la création de la Terre, du monde connu, avec tous les êtres vivants en 6 jours, comme le raconte la Bible ou quoi. Je ne vous raconte pas, je ne vous parle pas de ça. Mais il y a des scientifiques très connus qui pensent quand même que la planète a effectivement vécu beaucoup de gros bouleversements à une époque récente. Ça date pas de l'extinction des dinosaures, pardon. L'être humain a vécu, l'espèce humaine a vécu pendant son existence de nombreux bouleversements. Donc il pourrait bien y avoir une base réelle à ce mythe des âges du monde, premier âge, deuxième âge, etc., où tous sont coupés par une catastrophe. On passe de l'un à l'autre à chaque fois avec des catastrophes planétaires gigantesques, des cataclysmes, des tremblements de terre, des déluges, etc., etc. Si vous voulez creuser la question et vous dire que peut-être c'est pas un mythe cet âge d'or, je vous conseille notamment 2 livres du docteur Immanuel Velikovsky. C'est pas Emmanuel avec un E, c'est Immanuel Velikovsky, que vous trouvez tous les deux au Jardin des Livres, donc édition Le Jardin des Livres, Les grands bouleversements terrestres, et puis Mondes en collision. Celui-là, c'est vraiment un best-seller. Et donc, il est bien possible qu'il y ait des bases réelles à ce mythe de l'âge d'or, et ce qui explique en gros le climat qui était le même partout, c'est d'une part certainement que les pôles n'étaient pas inclinés comme maintenant, enfin voilà, certains facteurs astronomiques qui jouent, et aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'eau à je ne sais pas trop quelle hauteur dans l'atmosphère. Et donc la Terre était intégralement recouverte d'une pellicule d'eau. C'était pas comme aujourd'hui des nuages, où on peut voir un nuage et puis à côté le ciel bleu, et puis pendant la nuit on peut voir les étoiles. Non, c'était une sorte de film d'eau en suspension dans l'atmosphère, partout. Donc pas de nuages à proprement parler, et pas non plus de ciel bleu clairement vu, ni de ciel étoilé. À cette époque du monde, on n'avait pas encore vu de nos yeux vus comme aujourd'hui la lune et les étoiles, et le soleil, c'était une lumière un peu vague qui se déplaçait comme ça en journée, donc il y avait bien un jour et une nuit, mais ça n'avait pas l'aspect visuel d'aujourd'hui. Et donc en dessous, ça faisait un peu effet de serre, mais dans le bon sens du terme, où tout était couvé au chaud, avec un petit peu d'humidité dans l'air, etc. Et voilà, un climat très clément et où tout pousse très facilement, un peu comme dans une serre, quoi, et ça plaît beaucoup aux plantes. Et donc, malheureusement, pour différents facteurs, alors peut-être justement un astre qui nous a frôlé d'un peu trop près, ce monde-là, en fait, va subir d'énormes cataclysmes, des déluges pas possibles, etc. Donc, avant que ça se produise, même si à cet âge du monde-là, les hommes et femmes, quand je dis hommes, c'est générique, même si les hommes étaient quand même très connectés à leur âme, à leurs sensations, etc., beaucoup plus qu'aujourd'hui, tout le monde n'était pas quand même voyant, médium, au point de pouvoir imaginer une catastrophe comme on n'en avait encore jamais vu. Parce que c'est ça qu'il faut bien se dire, à l'époque, il n'y a jamais eu de cataclysme. Donc aller imaginer un cataclysme alors que c'est vraiment inconnu au bataillon, ça demande quand même d'avoir le cerveau calibré d'une certaine manière, on va dire. Et donc certains êtres humains, un peu plus voyants que d'autres, on va dire les premiers médiums de l'histoire, vont soit rêver, soit entendre par les animaux, les plantes, etc., les esprits de la nature. Bref, ils vont être mis au courant qu'un cataclysme approche.
Et d'autres êtres humains, non. Alors, à l'époque, hein, comme à toutes les époques du monde, ben, y a des humains qui vont croire, les voyants, et il y a des humains qui vont pas les croire. Ceux qui vont les croire vont se préparer. Tous ensemble, ils vont se préparer. Ils écoutent les directives des esprits et de la nature, et on leur dit, par exemple, de faire des réserves de graines, chose qu'ils n'avaient jamais eu à faire jusqu'à maintenant, ils ne s'occupaient pas de culture ni rien, donc on va leur dire de sauvegarder des végétaux, on va leur dire d'emmener des animaux avec eux, etc. Et on va leur montrer des grottes qui mènent à des souterrains, qui mènent à un monde souterrain, donc là, sous notre planète Terre, qu'on connaît, hein, et où il y a moyen de stocker, je ne sais pas, des dizaines de milliers d'individus, avec des animaux en plus, des plantes, etc., etc. Et donc l'humanité du premier âge, enfin une partie de l'humanité du premier âge, va se préparer au cataclysme, va se préparer à partir. Et à un moment, on leur donne le top départ, et donc ils s'engouffrent dans les grottes avec les animaux, avec tout ce qu'il y a. Bon, voilà, on ne raconte pas forcément comment exactement les animaux les ont suivis. En revanche, on sait que tout le monde communiquait vachement par télépathie à l'époque, donc il est possible que tout simplement tout le monde se soit mis d'accord par télépathie et puis ait suivi l'être humain. Comme l'être humain n'avait encore jamais mangé de viande, n'était pas chasseur, il faut bien vous dire que les animaux n'avaient pas peur de nous. C'est une chose totalement réelle, ça, pour le coup. Hein. Une espèce qui n'a jamais été chassée n'a en général pas peur de l'être humain. Ça se rencontre encore maintenant dans certaines parties du monde. Voilà, une espèce non chassée, je sais qu'elle n'est pas chassée, quand bien même l'espèce voisine serait chassée, elle sait qu'elle n'a rien à craindre. À titre d'exemple, je l'ai vécu par exemple personnellement en Arizona, où les pécaris là-bas, ils viennent manger dans votre main. Ils savent qu'ils ne sont pas chassés, ils n'en ont rien à faire, quoi. Enfin, voilà. Les coyotes, à part parfois à certaines dates exceptionnelles, ne sont pas chassés. Pareil, ils s'approchent très près des maisons, même s'ils sont beaucoup plus peureux quand même globalement que les pécaris. Enfin voilà, donc en tout cas ça se fait, même dans des documentaires animaliers, vous verrez que sur un continent qui n'est pas chassé, on approche les animaux très facilement. Par exemple, les équipes pluridisciplinaires qui vont étudier les manchots en Antarctique s'approchent très facilement, très près des manchots empereurs. Parce que le manchot n'est pas chassé, de toute façon il n'y a pas d'être humain en Antarctique à notre époque, à part les équipes scientifiques pluridisciplinaires qui y vont, donc voilà, ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Donc je reprends mon récit. Tout le monde s'engouffre dans ces grottes-là, et donc est-ce dû à un astre qui nous a frôlé de très près ou à d'autres choses, peu importe, toute la masse d'eau, enfin une grande partie, en tout cas la majeure partie de la masse d'eau qui avait en suspension dans l'atmosphère va tomber. D'où les mythes du déluge, etc. Parce qu'effectivement, ça fait une quantité d'eau assez phénoménale qui tombe, certainement inimaginable pour l'esprit humain, hein, je sais pas, des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau, enfin c'est quelque chose de pharaonique. Donc l'eau tombe, il y a des tremblements de terre, des tsunamis, enfin la totale, des bourrasques de vent absolument incroyables, on n'a jamais vu ça à des centaines de kilomètres/heure. Et donc parmi ceux qui sont restés à la surface, il y aura, vous vous en doutez, extrêmement peu de survivants. Alors très peu ou aucun, ça dépend des versions du mythe, mais parmi les êtres humains et les animaux et les arbres qui sont restés à la surface du globe, il y aura a priori quelques survivants, mais très peu. En revanche, ceux qui sont allés se réfugier dans les grottes, dans la partie souterraine de la planète Terre, eux vont survivre évidemment. Donc ils y restent, on ne sait pas, quelques semaines, quelques mois, on ne sait pas exactement ce qu'ils y font. Et puis, alors ils trouvent aussi de la lumière là-bas, puisque apparemment, dans ces cavernes, à un moment, il y a un soleil intérieur, il y a quelque chose, donc ils sont éclairés. Et puis, donc à un moment, ils comprennent, ou on leur dit, je ne sais pas, qu'ils peuvent ressortir, ou ils testent peut-être, je ne sais pas, ils voient qu'à un moment, ils peuvent ressortir, que le vent, les inondations, tout ça, c'est terminé. Et les humains, avec leurs graines, avec les animaux, avec tout ça, ressortent. Le problème, c'est que ça a provoqué, en fait, tous ces bouleversements, le premier hiver du monde, qui va durer plusieurs années. Selon les mythes, on vous parle de au minimum plusieurs mois, et parfois sur certains mythes, on vous parle d'un hiver qui dure jusqu'à 5 ans. Et donc on passe d'un climat tropical, ou quelque chose d'avoisinant du petit climat tropical, à au contraire une ère glaciaire sur quasi toute la planète, quasiment. Donc pour les êtres humains qui se sont jamais vêtus, qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont jamais chassé, qui n'ont jamais cultivé, etc., etc.,
vous vous doutez bien que là c'est la catastrophe. Donc les êtres humains se réunissent dans les grottes, à l'entrée des grottes, ils regardent de quoi a l'air la planète et c'est pas jojo, les animaux ressortent. Bon, certaines versions nous disent que voilà, par-ci par-là, il reste quand même encore quelques arbres, quelques animaux qui ont survécu, quelques humains. Ils essayent de se regrouper. Le truc, c'est qu'ils sont totalement transit froid, traumatisés. Enfin voilà, ça a l'air d'être très très mal barré pour leur compte. Et c'est là que les animaux totems entrent en jeu. Déjà, l'élément feu va s'offrir à l'être humain. Alors, selon les mythes, on ne comprend pas forcément toujours comment c'est arrivé là. Est-ce que suite à des éruptions volcaniques ou des choses comme ça, il y avait des endroits où il y avait encore un petit peu de brasier, alors les êtres humains sont allés se servir et ont appris à allumer un feu, enfin voilà, on ne sait pas trop. Est-ce que les esprits leur ont expliqué comment faire pour faire un feu? On ne sait pas trop. Toujours est-il que dans certaines versions, les êtres humains ont déjà réussi à faire un petit peu de feu avant que les animaux totems arrivent. Et dans d'autres versions, ce sont les animaux totems, quand ils arrivent, qui leur apprennent à faire du feu. Bon, c'est un petit détail. Mais donc, voilà nos êtres humains à l'entrée de leur caverne, avec juste un feu pour se chauffer. Ils se blottissent les uns contre les autres, ils se réunissent autour du feu. Ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont rien, ils sont complètement nus. Et ils ont quand même malgré tout donc très froid, hein, malgré le feu qui est là. Et donc sur d'autres strates spirituelles ou je ne sais trop quoi, c'est la grande réunion de travail, tous les esprits de tous les genres, les anges, les dieux, les déesses, les esprits de la nature, les petits elfes, les lutins, les je sais pas quoi, les esprits des animaux, les esprits des plantes et les esprits des minéraux se réunissent. Et là, on voit que bon, la planète est mal en point, hein, donc on décide de différentes choses à faire pour que ça s'améliore, qu'on puisse repartir dans un cycle de vie, et notamment les esprits notent que l'être humain est parmi les plus mal barrés dans cette histoire. Or, à l'époque, l'être humain n'a pas encore détruit son environnement comme il le fait aujourd'hui. L'être humain est considéré comme faisant partie de la création. On ne voit pas pourquoi on laisserait une espèce mourir, donc on se bat pour sauver tout le monde. Et donc, les esprits, animaux, végétaux et minéraux vont décider de se sacrifier pour que l'être humain puisse vivre. Donc les esprits animaux qui sont, on va dire, dans le monde invisible, décident qu'ils vont donc pousser les animaux en chair et en os, ici sur cette planète, à aller voir les êtres humains, à leur transmettre leur message, etc., etc., et carrément à offrir leur chair, leur peau, ainsi de suite, tout ce qui peut servir à l'être humain. Et c'est là où les totems commencent vraiment, puisque selon... Donc on a des petits groupes d'êtres humains hein, rassemblés en petits groupes, en tribus, en clans à l'entrée des grottes. Selon les continents, selon les grottes où elles se trouvent, c'est telle espèce animale qui va s'aventurer en premier vers l'être humain. Pour un tel, ce sera un loup qui viendra leur apprendre tout ça et leur dire « prenez aussi ma chair et ma peau ». Pour un autre, ce sera l'antilope. Sur un autre continent, ce sera un lion. Ailleurs, ce sera un bison, etc., etc. Et les esprits animaux qui vont venir seront les premiers totems. C'est-à-dire que par exemple, en Amérique du Nord, il y a une tribu qui a reçu la visite d'un loup, pas n'importe quel loup, c'était un loup de couleur blanche. C'est une femme amérindienne qui s'est mise à dialoguer avec lui et à réussir à communiquer avec lui par télépathie en premier. Et par exemple, voilà, depuis ce temps-là, c'est une histoire qui est connue et on marche encore dans la sagesse du loup blanc. C'est une voie qui existe, voilà, si ça vous intéresse, mais on ne vous raconte pas l'origine de cette histoire dans le bouquin, on vous met directement dans les exercices pratiques, mais par exemple, si cette histoire vous intéresse, vous pouvez maintenant trouver en langue française le chemin du loup blanc. Je ne sais plus c'est quelle maison d'édition, mais c'est traduit en français par Claire Arnoux. Donc voilà, pour certains ce sera le loup blanc, pour d'autres ce sera le bison, l'antilope, etc., etc. Et c'est ça qui fait que vous êtes du totem du loup, du totem du bison, du totem de la tortue, du lion ou de je ne sais trop quoi. Ce sont la première espèce, le premier animal qui s'est manifesté à ses premières tribus. Et donc à l'époque on se met à avoir, alors tout le clan ensemble, hein, ils ont le même totem,
et on se met à avoir des totems. On est par exemple du totem du loup blanc, si vous êtes dans le clan qui a été visité par le loup blanc, vous êtes du totem du bison, si vous êtes de ceux qui ont été visités en premier par le bison, etc. etc. Et donc l'humanité va réussir à se remettre en marche et à survivre grâce à ça. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a des totems, des animaux totems, des végétaux totems et des minéraux totems aussi, même si c'est moins connu que les animaux. Et donc voilà, je vous passe la suite de l'histoire parce que ce serait très très long, l'humanité va s'en sortir, mais elle vivra encore d'autres cataclysmes, etc., etc. Et c'est de là que viennent les animaux totems, et c'est de là aussi que vient l'habitude de se réunir en cercle, et si possible, traditionnellement, autour d'un feu. Au milieu du cercle d'êtres humains, il doit y avoir un feu. Et en fait, quand vous voyez par exemple des Amérindiens ou des Africains ou n'importe quelle tribu se réunir en cercle ou tout faire en cercle ou ne jurer que par le cercle et vous dire c'est le cercle de vie ou c'est en hommage au cercle de vie, etc., c'est de là que ça vient. Et ce qu'il faut comprendre implicitement, c'est que quand vous faites des rituels en cercle, en respectant ce genre de choses, ce genre de rituels, bien que ce soit bien souvent seulement des êtres humains qui soient là, ou éventuellement votre chien ou votre chat qui s'invite aussi avec vous, en fait, énergétiquement parlant, dans le monde invisible, vous invitez toute la création à s'asseoir avec vous. Tous les êtres visibles et invisibles, du plus petit brin d'herbe ou du plus simple caillou jusqu'aux dieux et déesses, jusqu'aux dieux suprêmes pour ceux qui sont dans le monothéisme, jusqu'au grand esprit, au grand mystère, comme disaient les Amérindiens, c'est toute la création qui est en cercle avec vous. Et c'est vachement important, enfin on pourrait broder beaucoup, on pourrait faire une vidéo entière sur le cercle de vie, mais ça implique bien des choses en fait. Ça implique par exemple que dans ce cercle, tout le monde est à égalité. Mais quand on dit tout le monde, c'est pas seulement les êtres humains de la tribu, c'est pas le boulanger du coin qui est à égalité avec le médecin, avec le chaman, avec le chômeur, avec le petit dernier qui a 1 an et demi et avec le vieux qui est en retraite de 77 ans. Non, c'est à égalité aussi avec tous les animaux, avec toute la planète Terre, avec toute la nature en fait. Tout le monde est à égalité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des spécialités, hein, voilà, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, on n'est pas identique, mais on est à égalité. Et c'est aussi en souvenir, en l'honneur de ces esprits qui se sont sacrifiés pour nous, qu'on répète ce cercle, parce que voilà, effectivement, il faut quand même bien se souvenir que sans eux, on ne serait plus là. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus se rabaisser, ils nous ont laissés, ils nous ont sauvés, c'est que nous aussi, on a notre importance, on n'est pas plus, pas moins important qu'eux. C'est vraiment l'égalité totale dans ce cercle. Comme on dit, il ne faut pas péter plus haut que son cul, mais il ne faut pas péter moins haut non plus, vous voyez. Alors, les animaux totems, quand ils sont arrivés pour nous sauver, donc après ce premier cataclysme vécu par l'humanité, ils sont arrivés comme ça, hein, c'est l'amour inconditionnel, ça veut dire je ne mets aucune condition à l'aide que je vais te fournir. Donc ils n'ont rien réclamé en échange, ils ont simplement fait, voilà, pas une réclamation, pas une obligation à suivre, mais ils ont juste fait, peut-être parce qu'ils se doutaient de ce qu'on ferait sur eux à notre époque, ils ont juste fait une petite demande, on va appeler ça comme ça, ils ont juste eu une pensée qui a été la suivante, c'est souvenez-vous simplement de comment vous en êtes arrivé là, souvenez-vous de pourquoi, comment vous prenez notre peau, pourquoi, comment vous consommez notre chair, etc., etc. Certainement sous-entendu que voilà, si un jour vous n'en avez plus besoin, ben, arrêtez de le faire, quoi. Et en tout cas, souvenez-vous du pourquoi. Si vous en avez vraiment besoin, faites-le, il n'y a pas de souci. On s'est sacrifié pour vous, c'est le deal, c'est l'alliance sacrée qu'on a passée avec vous. Mais simplement, souvenez-vous d'où ça vient, souvenez-vous du pourquoi, pour le faire toujours dans la justesse. Alors je pense que ce serait à refaire, ils ne viendraient pas de la même manière, vu ce qu'on leur a fait à notre époque, la destruction de l'environnement, les animaux élevés en batterie, bourrés d'antibio, etc. Tout le monde qui pense qu'il faut manger de la viande 3 fois par jour, même si sous votre climat actuel, il n'y a pas besoin, que vous avez un grand jardin qui vous donne des fruits et des légumes à volonté, etc., etc. Je pense que si c'était à refaire, les animaux totems nous feraient un contrat vachement détaillé, en fait, de 3000 pages, vous voyez, avec des petits alinéas, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça, vous ne ferez pas ça. Mais à l'époque, ils n'ont pas pensé. Donc voilà, ils n'ont pas voulu, ils nous ont laissés sur notre chemin avec notre libre arbitre. Et donc, ils n'ont rien réclamé en échange.
Voilà, c'est pas non plus, mais je vous dis après il y a une histoire d'égalité, donc c'est pas non plus la peine de culpabiliser ou de se dire que l'humain vaut moins que les autres animaux, que les autres êtres vivants, même autres qu'animaux de l'univers. Ils nous ont sauvés, on était à égalité avec eux, on l'est toujours. Dans la symbolique, enfin dans l'énergie, etc. On est toujours leur égal. On n'est pas supérieur à eux, c'est ça qu'on a oublié. On n'est pas inférieur non plus. S'ils nous ont sauvés, mine de rien, c'est que l'humain a son rôle à jouer sur Terre et peut-être plus largement dans toute la création, dans tous les mondes habités. Voilà, on ne sait pas. Mais mine de rien, faut se rappeler que nous aussi, on a une étincelle divine. Nous aussi, on est sacré. On n'est pas supérieur aux autres. D'accord? Même la limace de votre jardin, elle a aussi une étincelle divine, elle a aussi une étincelle sacrée. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous dire sur l'histoire des animaux totems. Et donc voilà, après, outre le totem du clan, les individus ont commencé à tisser des liens, l'un avec, je sais pas, le renard, l'autre avec le sanglier, etc. Donc on s'est mis aussi à avoir des totems personnels, enfin voilà, l'histoire des animaux totems continue, et c'est pour ça que vous avez tous, vous qui regardez cette vidéo, et moi aussi, on a tous plusieurs animaux totems, hein. C'est rare qu'on en ait qu'un, en général on en a tous plusieurs, on a des végétaux totems aussi, on a des minéraux totems, etc. etc. Bon, ça je vous le détaille pas aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, ça ferait une vidéo trop longue et puis ça a déjà été expliqué dans pas mal de bouquins. Par exemple, voilà, si vous voulez en savoir plus sur les animaux, les végétaux et les minéraux totems, vous pouvez lire mon livre à moi, Le chamanisme en action, paru aux éditions Bussière. Et puis d'autres livres existent aussi sur le sujet. Alors on a même fait des livres pour enfants sur les animaux totems. Par exemple, le renard Tokela, celui-là il est génial, je vous le conseille. Le renard Tokela de Pog et Marianne Alexandre, aux éditions des ronds dans l'eau, la lettre O, l'apostrophe O, des ronds dans l'eau jeunesse. Voilà, édition des ronds dans l'eau. C'est pas mal du tout. Et puis évidemment, je pense que vous êtes au courant, il y a plein de livres, parfois accompagnés de jeux de cartes, qui parlent aussi des animaux totems. Alors un grand classique, c'est les cartes médecine de Jamie Sams aussi. Voilà, c'est une femme amérindienne qui est décédée il n'y a pas longtemps, Jamie Sams. Donc la même qui a écrit La prophétie de la pierre médecine dont je vous parlais tout à l'heure. Donc elle a fait les cartes médecine qui reste un best-seller. Le premier livre du genre à avoir été traduit en langue française, avant qu'on arrive à notre époque où il y a des tas et des tas de livres et de jeux de cartes sur les animaux totems, on ne sait même plus lesquels choisir. Celui-là, ça reste un des meilleurs, selon moi. Plus récemment, mais qui vaut aussi son pesant d'or, il y a l'oracle du peuple animal du chaman Arnaud Rioux. Et pour ceux qui s'intéressent aux végétaux totems, il y a aussi maintenant l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux, donc pareil, c'est pas mal. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas accompagnés de jeux de cartes, il y en a un vraiment, il est génial. Vous trouverez des dizaines et des dizaines et des dizaines d'animaux dedans. De ceux que j'ai lus, c'est le plus fourni. Il est vraiment génial. C'est Le langage secret des animaux de Ted Andrews. Il est costaud, quoi. Et donc maintenant traduit en français aussi, il vaut le coup. Et puis pour nos régions, avec des animaux de nos terres, du genre le sanglier, le renard, etc. Et aussi, chose qu'on trouve très rarement dans les livres, ça vous parle aussi d'un peu des animaux mythiques, qu'on peut aussi avoir en totem, parfois du style le phénix, la licorne, etc. Il y a le chamanisme celtique, animaux de pouvoir, sauvages et mythiques de nos terres, de Gilles Wurtz. Il est bien aussi. Il est aussi aux éditions Vega. Enfin voilà, c'est une petite présentation vite fait, mais il y a beaucoup de livres sur le sujet. Un qui est pas mal connu aussi, parce que c'est d'un chaman connu, c'est Les animaux totems de Aigle Bleu. Voilà, il y en a plein, je ne vous les ai pas tous sortis parce que j'en ai encore d'autres chez moi. Donc ça c'est fait. Et donc sinon, pour clore cette petite vidéo, après vous avoir d'une part donné l'histoire des animaux totems et d'autre part présenté éventuellement quelques bouquins si vous voulez creuser la question. Je vous invite aussi
à me rejoindre pour ceux qui le voudront sur un réseau social qui s'appelle VK. Donc la lettre V et la lettre K. VK, vous tapez vk.com dans votre moteur de recherche et vous allez trouver. Alors pourquoi VK? Parce que déjà il n'y a pas de censure comme on en voit maintenant sur Facebook où il est pratiquement impossible de commenter l'actualité et d'éveiller les consciences sans se faire censurer de publication. Et en plus de la censure pure et simple, en fait maintenant, en fonction des mots que vous mettez dans les publis, même si vous ne la censurez pas, il s'arrange en fait pour que ça passe à la trappe, pour que ça n'apparaisse pas dans le fil d'actualité de vos amis. Donc vous vous retrouvez comme ça avec des publics qui passent inaperçus, qui n'ont aucun j'aime ni rien, alors que tout le monde s'intéresse au sujet que vous venez de développer. Donc voilà, pour différentes raisons, mais surtout pour la censure, voilà, pour tout ce qui se passe en ce moment, je vous invite à me rejoindre sur VK. Et là où ça rejoint ce que j'avais à vous dire aussi sur les animaux totems, c'est que, donc pourquoi VK? Parce que c'est un réseau social qui ressemble beaucoup à Facebook, donc vous ne serez pas trop dépaysés, surtout ceux qui s'y connaissent pas beaucoup en informatique. Sinon, il y a aussi Diaspora, ou Framasphère, c'est pareil. Donc si vous tapez Framasphère, vous m'y trouverez aussi. Vous pouvez vous créer un compte Framasphère. Mais voilà, c'est moins proche de Facebook. Et je pense notamment à certaines personnes un peu âgées que je connais ou vraiment pas douées en informatique. Elles ne vont pas s'en sortir sur Framasphère. Tandis que VK, au moins, là-bas, ça ressemble vraiment à Facebook. Et puis on peut faire des groupes, des communautés, partager des événements, avoir des pages pro. Enfin, c'est vraiment comme Facebook, vous ne serez pas dépaysés, mais sans censure. Ça, je peux vous le garantir. Vu tout ce qu'il y a là-bas, c'est sans censure. Et notamment, on a un lanceur d'alerte très connu qui est Silvano Trotta, qui est sur VK. Donc je vous invite à venir nous retrouver tous là-bas, qu'on puisse vous dire tranquillement ce qu'on a à vous dire sans être censuré ou fliqué par le régime actuellement en place. Et en fait sur VK, qui est pourtant déjà très développé, il n'y avait pas de groupe sur le chamanisme en tant que tel, ni sur les animaux totems, et donc j'ai créé ces groupes. Alors si ça vous dit de venir me rejoindre, vous m'y retrouverez sous le nom de Maïté Mola. Il y a une petite erreur à l'inscription, j'ai pas écrit Maïté Mola Peto, j'ai écrit juste Maïté Mola. Donc ça devrait changer, je devrais réussir à remettre le Peto au bout. Pour l'instant c'est juste Maïté Mola tout court. En tout cas voilà, vous pouvez me trouver facilement sur VK, vous pouvez trouver le groupe Chamanisme tout simplement. Et vous pouvez trouver aussi le groupe Animaux, végétaux, minéraux totem avec un S. Et donc, venez m'y rejoindre, venez poster des choses que vous savez sur les animaux, partager des bouquins, des vidéos, des articles, des je sais pas quoi, enfin tout ce que vous voudrez, puisqu'on est les premiers là-bas et mine de rien, il y a une forte demande, parce que là, tout le monde est en train d'arriver sur ces groupes, donc visiblement, j'ai bien fait de les créer, ça correspondait à une bonne demande. Mais en revanche, voilà, moi je suis pas très réseaux sociaux, je vais pas y être tous les jours et faire ça toute seule. Hein. Donc venez si vous pratiquez d'ailleurs vous-même le chamanisme, venez même vous y faire de la pub, enfin voilà, et venez parler des animaux, venez parler des légendes chamaniques, venez parler de tout ce que vous voulez dans le genre là, vous êtes les bienvenus. Voilà, à part ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, celle-ci, là où vous êtes en train de regarder la vidéo. Et puis si cette vidéo vous a plu, mettre un petit pouce en l'air, ça aide aussi. Je vous dis merci d'avance pour tous ces bons gestes. Je vous fais des gros bisous. Et puis à plus tard pour soit une nouvelle newsletter, soit une nouvelle vidéo. On verra bien en fonction de ce qui vient. Bye bye!